après avoir un petit peu hésité sur le thème de la fin, enfin de cette fin d'année sur les mondes, on a décidé de revenir à des éléments qui sont des éléments historiques, un petit peu factuels, pour redonner un petit peu eh bien, des précisions sur quelque chose pour lequel on voit souvent passer des informations qui sont quand même très légèrement sujettes à caution, pour ne pas dire complètement fausses. Euh, Parce que je pense qu'il est important de savoir d'où on vient pour comprendre qui on est et vers quoi on peut aller. Ça ne veut pas dire qu'on est prisonnier de la dynamique qui nous a été donnée. Ça veut dire qu'il faut pouvoir se situer par rapport à ça et que pour pouvoir se situer, il faut savoir d'où on vient, où on se trouve. Et il se trouve que nous, pour le judo, c'est assez facile puisque nous avons un fondateur, que ce fondateur, donc c'est Kano Gigolo, et qu'en fait, il n'est pas si éloigné que ça de nous dans le temps, et qu'en plus, il a eu la bonne idée de nous laisser un grand nombre d'écrits qui nous permettent de connaître assez précisément sa pensée sur différents sujets. Et le judo est rarement, enfin en tout cas, n'est pas le thème principal de ses écrits. Souvent, il va parler plutôt de la société, de l'éducation, de la politique, etc. Et c'est pour ça, parce que tout ça, ça fait partie de ses vies, et ces vies dont je vais vous parler aujourd'hui. Je suis toujours fasciné quand j'interviens pour les CQP ou pour les BP du manque de connaissances que nous pouvons avoir sur Kano, sur son projet, mais aussi sur l'homme. C'est-à-dire que globalement, déjà quand on sait que c'est le fondateur du judo, c'est déjà pas mal. Et souvent, le problème, c'est que ce qu'on met dans la définition du judo, enfin, je caricature, mais ce qu'un jeune de 22 ans qui s'est inscrit au BP met dans la définition du judo n'est pas tout à fait, en général, la démarche initiale d'un kano. Donc, je vais reprendre un tableau que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu. J'ai essayé de le réfléchir un petit peu autrement, mais finalement, je n'ai pas trouvé de méthode pour montrer la d'autres méthodes pour montrer la juxtaposition en fait, de toutes les actions dans sa vie. Donc, en fait, j'ai complété un tableau et je vais essayer de vous le présenter tout de suite. Alors, euh, j'ai séparé donc en 6 colonnes les actions de la vie de Kano. Bon, vous voyez qu'il n'y en a que 5 pour l'instant qui sont avec un intitulé. Je vais commencer simplement par situer les dates donc de vie et de mort, mais ce n'est pas tellement les dates qui m'intéressent, c'est le grand écart qu'il peut y avoir entre les deux époques. Si vous regardez naissance en 1860, eh bien, déjà, il ne naît pas sous le nom de Kano Jigoro, mais de Kano Shinosuke, puisque à cette époque-là, au Japon, on a un nom de naissance que l'on change à l'âge adulte. Et pour Kano, ce sera aux environs de 14-15 ans qui prendra le nom de Jigoro. Jusque-là, il va s'appeler Shinosuke. Et c'est son grand-père maternel qui va lui donner, comme c'est souvent la coutume. Et il naît le 28e jour du 10e mois de l'ère Man-En, puisque jusqu'en 1872, le Japon est sur un calendrier lunisolaire, et ce n'est qu'à partir de 1872 qu'il sera sur le calendrier grégorien, donc importé de l'Occident. Donc les dates de naissance ne sont pas à comparer directement, c'est-à-dire que le 28e jour du 10e mois de l'ère Man-En, en fait, ça correspond au 10 décembre 1860. Alors, ça n'a pas empêché la Fédération internationale de judo de mettre le 28 octobre comme date du judo. Bon,
il en fallut une, pourquoi pas. Mais il faut être conscient que en fait, c'est pas, ça ne correspond pas en termes de calendrier. Et c'est pas tellement pour taquiner la effigie que je dis ça, c'est simplement pour montrer qu'on est dans une autre époque. Donc, cette époque, c'est l'époque d'Edo. L'époque d'Edo, donc, c'est une époque qui dure un petit peu plus de 2 siècles et demi, qui est en fait plus connue sous le nom du shogunat des Tokugawa. On est dans la troisième et dernière période avec un shogun au Japon. Il y a eu 15 shoguns Tokugawa qui se sont succédés. Et la particularité de cette période, c'est que c'est une fermeture à l'extérieur. Donc, le Japon les Japonais, c'est un peu anachronique de parler comme ça, mais enfin, en tout cas, les gens qui sont sur le territoire japonais ne peuvent pas sortir du territoire japonais. Les étrangers ne peuvent pas rentrer. Il n'y a que 4 comptoirs qui permettent des échanges. Et ça, c'est le cloisonnement géographique, mais il y a le cloisonnement également sociale, puisque les classes sociales sont organisées, ce qu'on appelle Shino Koosho, donc avec les guerriers, les samouraïs qui sont tout en haut. Ensuite, il y a les paysans. Ensuite, il y a les artisans. Et en dernier, il y a les commerçants. Or, un Kano appartient à une famille de marchands, donc en fait la 4e classe, la classe la plus basse. Pourtant, quand vous le voyez sur cette photo, alors là, on est passé la restauration, en fait, il a 10 ans, on est en 1870, mais comme vous le voyez, il a un sabre, c'est lui, sur cette photo avec son frère aîné, c'est le dernier. Et vous voyez qu'il a un sabre, et bien tout simplement parce que à la fin du shogunat d'Edo, le shogunat avait quelques difficultés, notamment des difficultés financières. Et puis les commerçants, qui étaient beau la classe la plus basse, étaient aussi la plus riche et pouvaient monnayer certains privilèges qui normalement étaient liés à la classe la plus haute, et notamment le droit à un nom, donc Kano en l'occurrence, et le droit au port du sabre, même si vous voyez qu'il en a qu'un, et pas deux, comme la classe guerrière. Le, euh, et donc ça, et il va naître donc à Kobe, donc, enfin, dans un petit village qui s'appelle Mikage, qui aujourd'hui est un quartier de Kobe, donc dans l'ouest, et dans une famille de brasseurs de saké, qui est le Kiku Masamune. Kiku Masamune qui existe toujours comme brasserie, enfin, c'est pas tout à fait le bon terme, mais comme fabricant de saké, que vous pouvez toujours visiter et qui appartient toujours à la famille Kano, mais pas la branche de Kano Jigoro. Et tandis qu'il est à Mikage, il va avoir une éducation classique, c'est-à-dire en fait, il va apprendre dans les livres du confucianisme, donc en fait une éducation chinoise. Et puis, ça, c'est sur donc à sa naissance, et il va donc mourir en 1938. Et en 1938, vous voyez, ça c'est une des dernières photos que l'on a de lui, c'est à Vancouver. Il va s'embarquer pour le retour au Japon. Vous voyez, il est sur un grand paquebot qui s'apprête à traverser le Pacifique. Lui-même, il revient en fait d'Égypte, en passant par la Grèce, Paris, l'Angleterre, puis New York. Il a tout traversé pour arriver à Seattle et s'embarquer pour Vancouver. Donc, vous voyez qu'on est dans un monde qui est complètement différent. On voit le monsieur qui est en train de filmer ou prendre des photos. C'est juste le grand écart. Donc, la société qu'il va connaître, c'est une société qui va être en constant changement. Alors, si je reviens, donc ça c'était vraiment pour montrer que sa vie s'est passée d'une étape à une autre. Et alors, donc, donc sa jeunesse, il va la passer à Mikage. Donc, c'est une modeste demeure de 2700 mètres carrés. C'est vraiment une famille opulente. Sauf que sa maman va mourir en 1869. Et avant ça, en 1868, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle la restauration de Meiji, c'est-à-dire le système politique précédent s'écroule pour remettre l'empereur au centre du système politique. C'est l'ouverture à l'Occident. Donc, c'est vraiment des chamboulements très, très profonds dans la société.
Et en 1869, donc, sa maman va décéder et son papa, qui s'appelle donc Shogenji Maleshiba, puisque Kano, c'est son nom de la famille maternelle, et qui a été adopté sous le nom de Kano Jirosaku, va en fait devenir sous-secrétaire d'État à la marine de guerre enfin, Tokyo, puisque Tokyo vient remplacer comme nom Edo. Et donc, son père le fait venir à Tokyo. Donc là encore, pour lui, ça va être un changement extrêmement brutal, hein, puisqu'il était avec des précepteurs dans son cocon de Mikage, et là, tout d'un coup, eh bien, il va être projeté. Donc, restauration, mort de sa mère, déracinement, et il va se retrouver donc à Tokyo. Alors, à Tokyo, il va être mis dans des écoles qui sont des écoles privées, et il va s'intéresser, mais c'est la première fois qu'il est en communauté, donc ça fait un peu bizarre, on y reviendra peut-être, et il va d'abord vouloir s'intéresser aux sciences, hein. Il pense au moment de devenir euh, euh, astronome, mais finalement, il se dit que ça, d'autres que lui peuvent le faire, et que lui il se voit plutôt vers un destin autre que seul lui pourrait assumer. Donc à un moment, il se dit, bah, je vais m'intéresser à la politique. Et puis la politique, il va s'y intéresser un temps, et puis il va se dire, mais en fait, la meilleure des décisions politiques, elle va peut-être influencer la société sur 50 ans. En général, beaucoup moins, ça ne m'intéresse pas. Et donc, il va renoncer. N'empêche que, en fait, c'est ce jeune homme-là, hein, celui qui est à gauche, hein, et qui considère qu'il a un corps qui est trop freluqué pour pouvoir donner toute sa mesure intellectuelle. Et il veut faire des jujutsu, puisqu'il a entendu dire que c'était quelque chose d'efficace, mais son père s'y oppose, puisque son père, lui, a bien compris qu'il fallait changer de monde, et il dit ça, les jujutsu, ça va avec les guerriers, c'est du passé, et donc maintenant, l'avenir est à l'anglais, hein, il faut faire beaucoup d'anglais, et tu te dois débrouiller autrement. Or, à ce moment-là, eh bien, il y a beaucoup d'Occidentaux qui sont au Japon, des ingénieurs, des professeurs, des agronomes, des militaires, qui sont des invités en fait par le gouvernement. Et il y a aussi des marchands, beaucoup. Et ces gens-là, eh bien, pratiquent le sport pour eux-mêmes. Les Japonais les voient faire et leur demandent de participer, leur demandent d'expliquer. C'est comme ça que les premières disciplines sportives en fait sont importées au Japon. Kano voit ça et il va essayer différents sports, puisqu'on ne l'autorise pas à faire du jiu-jitsu, pour essayer de se faire un corps, mais ça ne va pas l'intéresser très longtemps. En 1877, il va rentrer à l'université. Alors, il rentre à l'université, là encore, hein, pour nous, c'est normal qu'un jeune homme de 17 ans, 16 ans, 17 ans rentre à l'université. Donc, il faut savoir que des universités au Japon, il n'y en a qu'une à ce moment-là, hein, puisque c'est l'université de Tokyo, et qu'elle ouvre cette année-là. Donc, il fait partie de la première promotion de l'université de Tokyo. Et dans la faculté, il y a 4 facultés, hein, et dans la faculté dans laquelle il est, ils sont 6 étudiants. Donc, vous voyez que c'est l'élite de l'élite intellectuelle. Là, il va s'intéresser à la religion, puisqu'il a entendu dire que c'était une force qui pouvait changer le monde. Et quand il rentre à l'université, voilà le jeune homme qui rentre donc là. Et ça, c'est une des photos de la remise de diplôme en 1881, puisque c'est 4 ans. Alors, vous voyez qu'ils sont que 5 là. Ce qui est amusant, c'est que sur toutes les photos qu'on trouve de cette époque-là, à chaque fois, ils sont que 5, alors qu'ils sont 6, hein, normalement, à être diplômés. Et comme à cause du jeu des options,
il a dû renoncer à quelque chose qui lui tenait à cœur, qui est la philosophie. Eh bien, alors qu'il est diplômé en 1881 et qu'on lui propose une place au ministère des Finances, parce qu'il va devenir le ministère des Finances, eh bien, il va refaire une année pour faire un cursus en philosophie. Le cursus qu'il a suivi, c'était en sciences économiques et sciences politiques. Et il va donc refaire une année de philosophie. Et en 1882, il va donc cette fois-ci sortir de l'université. Sauf que à l'époque, maintenant l'université au Japon, c'est d'avril à février. À l'époque, c'était comme nous, c'était de septembre à août à peu près. Et donc, quand il se réengage en 1881 à l'université, il sera donc diplômé que en juillet, août, en été 1882. Et entre-temps, eh bien, son père lui dit bah, écoute, tu es bien gentil d'avoir refusé la place au ministère des Finances, mais maintenant, il faudrait quand même que tu t'assumes. Et donc, Kano va être obligé de trouver une place et il va devenir enseignant au Gakushuin. Gakushuin, c'est l'école de la noblesse. Par exemple, parmi les gens qui seront dans le Gakushuin quand il y est, il y a le futur empereur Taisho. Donc, c'est ce genre d'étudiants, d'élèves qu'il a au Gakushuin. Donc, en janvier 1882, il va rentrer là. Mais ce n'est pas tout. Toujours sur le premier trimestre 1882, il va aussi créer le Kōbunkan. Ça, c'est une école privée. Le Kōbunkan, c'est l'idée que eux, quand il dit eux, c'est lui et ses camarades de l'école de l'université de Tokyo, ils ont eu la chance de faire des études et il estime qu'il faut rendre ça. Et donc, il crée une école avec ses copains pour enseignants. Donc, il y a plein d'enseignants qui vont devenir des grands professeurs d'université qui ont commencé au Kōbunkan parce que Kano les a récupérés pour leur faire leurs premières armes là-dessus. Mais ce n'est pas tout. Toujours sur ce premier trimestre 1882, il va créer une autre école. Alors, il ne fait pas complètement exprès, mais c'est celle qui va fonctionner le mieux comme école privée, enfin, à l'exception d'une autre, on en parlera tout à l'heure, donc qui est le Kano-juku, donc qui est le cours privé Kano, qui au départ est informel et qui dès 1884 en fait va se doter de dortoirs avec donc des élèves qui sont pensionnaires. Et ça va durer jusqu'en 1920. Là, vous avez en 1885 ou 1886 là, le cours Kano. Donc, vous voyez qu'il y a à peu près tous les âges. Gakushuin, il va grimper les échelons, il les rendre comme professeur, il va finir sous-directeur, il est même pendant un temps directeur par intérim, et il va réussir à se disputer avec le directeur qui sera finalement nommé, et d'un commun accord, ils vont décider qu'il faut se séparer, et il va être envoyé en Europe en tant que missionnaire de l'empereur, et de façon à pouvoir étudier les systèmes éducatifs d'Europe. Alors, lui, il va en profiter pour étudier les systèmes éducatifs, mais également le système religieux, parce qu'il pense encore à ce moment-là que la religion est une force qui peut bouger la société. Alors, il va rester un temps à Paris, quand il va arriver donc à l'automne 89. Il va rester pendant à peu près 2 mois à Paris, où il va avoir des entretiens réguliers avec Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, qui est donc le véritable instigateur, c'est un chef de cabinet de Jules Ferry, mais qui est le véritable instigateur de l'école laïque. Et ensuite, Kano va partir à Berlin, où il va séjourner plusieurs mois. Et quand il va revenir en 1891, donc au tout début de l'année 1891, en janvier, il va d'abord se marier, mais surtout, sur le bateau qui le ramène au Japon,
il décide que sa vie en fait va être consacrée à l'éducation et il écrit en fait la religion était peut-être une grande force autrefois, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et la seule force qui peut bouger véritablement les hommes, c'est l'éducation. Et il y a cette calligraphie hein, qui est célèbre, que vous voyez assez régulièrement, hein, où il dit qu'il n'y a rien de plus noble sous le ciel que l'éducation, qu'un bon éducateur peut influencer 10 000 générations. Conformément à cette vocation, eh bien, il va être d'abord directeur de lycée, alors d'abord loin de Tokyo, hein, puisqu'on l'envoie à Kumamoto, sur Kyushu, hein, et ensuite eh bien, il revient à Tokyo, donc dans le 5e collège-lycée, puis ensuite dans le premier collège-lycée. Et là, eh bien, on va lui proposer de s'occuper de l'école normale supérieure, d'abord par intérim, en cumulant les missions. Finalement, eh ben, en fait, il va y passer sa carrière à l'école normale supérieure, qui est en danger à ce moment-là, hein, qu'il va sauver plusieurs fois, qui, à ce moment-là, ressemble à ça. Ensuite, ils seront dans différentes commissions ministérielles jusqu'à la fin de sa vie. Il aura également, à un moment, il va quitter la GMIC, c'était continu, mais à un moment, il va quitter, en fait, par 2 fois, il va quitter ses fonctions de directeur de l'école normale supérieure. Une fois parce qu'il sera renvoyé, parce qu'il critique un petit peu trop vertement le ministre de l'Éducation et le secrétaire d'État, qu'il traite d'incapable, d'incompétent. Il sera donc démissionné. Ensuite, parce qu'en fait, on lui proposera la place de directeur des études générales, ce qui correspond en fait à l'étude obligatoire, au ministère, ce qu'il occupera pendant une dizaine de mois, avant de retourner à l'école normale supérieure. En 1896, eh bien, il va ouvrir une autre école privée, qui est le Kobun Gakuin. Le Kobun Gakuin, c'est très intéressant parce que ça montre quel type d'homme c'était, puisque en 1894-1895, c'est la guerre sino-japonaise, et les Japonais cassent la figure à la Chine en 6 batailles, et tout le monde se réjouit. Et on a un texte de Kano qui dit « Mais arrêtez de vous réjouir, c'est une catastrophe, et notre devoir est d'aider la Chine à se relever ». Et il se trouve que Saionji Kinmochi, qui est donc un ministre, vient voir Kano, et avec l'ambassadeur de Chine, il lui demande s'il ne peut pas faire quelque chose pour les étudiants chinois. Et donc, il va ouvrir une section dans le cours Kano dès 1896, qui va ensuite devenir indépendante sous un premier nom, puis sous le nom de Kobun Gakuin, et qui ne fermera ses portes qu'en 1909. Mais entre-temps, il y a quand même 9 000 étudiants chinois qui sont venus étudier dans cet établissement. En 1909, justement, eh bien, on lui propose de devenir le premier membre asiatique du Comité international olympique. Donc, il est élu et il le restera jusqu'à sa mort. Et en 1911, il va créer ce qui va devenir plus tard le Comité olympique japonais, qui en fait au départ est une association qui a pour vocation de faire les sélections pour les Jeux olympiques. Et la première sélection donc, est faite donc, à l'automne 1911 pour les Jeux de Stockholm, donc de 1912, qui verront donc la première participation du Japon. Il y a 2 Japonais. Hein. D'ailleurs, c'est la seule fois hein, où le Japon défile avec la bannière nippone. Hein. Et vous avez Kano qui est ici, puisqu'il est chef de délégation, mais il a aussi très très largement participé au financement. Plus tard, il s'occupera aussi des Jeux d'Extrême-Orient, qui regroupent 4 pays qui finiront par s'arrêter au début des années 30 à cause de problèmes politiques. Et puis ensuite, 1919-1920, il va prendre sa retraite, fermer d'abord le Kanojuku, ensuite prendre sa retraite de l'école normale supérieure. Et en 1922, il va rentrer donc, à la Chambre des pairs, ce qui correspond en fait au Sénat, hein, puisque la Chambre des représentants et la Chambre des pairs, pour
dans cette constitution de 1889. Et il le restera également, alors sur nomination impériale, hein, et il le restera jusqu'à la fin de sa vie. Toujours à partir de 1920, dans les années 20, plutôt aux alentours de 1925, il va se passionner pour ce qu'on appelle le Kokumin-taiiku, c'est-à-dire en fait l'éducation physique du peuple, du citoyen, ce qui en fait va avec les idées hygiéniste, hein, donc c'est histoire que toute la population soit en meilleure santé au travers de son corps, et il va créer tout un tas de, non seulement il va faire tout un tas de conférences, mais également il va créer des mouvements, puisque évidemment vous connaissez tous le Seiryoku Zanyo Kokumin Taiiku no Kata, que vous répétez tous les matins au lever, hein, et bien c'était la vocation, c'était l'éducation physique du peuple, qu'il va l'occuper. Hein, nous, on l'a oublié, en fait, hein, mais globalement, de 1925 à 1938, c'est un truc qui l'occupe en permanence. Et puis, en 1936, la veille, au sens propre, des Jeux de Berlin, il va obtenir les Jeux pour Tokyo 1940. Et puis, suite à la Deuxième Guerre sino-japonaise qui éclate à partir de juillet 1937, même si il y a déjà eu des problèmes depuis 1933, vraiment les armes parlent à partir de juillet 1937, et le comité olympique international se dit que ça ne va pas être possible que le Japon les organise, et ils vont faire une réunion de la dernière chance au Caire, en avril 38, et on demande à Kano d'y aller. Il y va, et c'est au retour, donc il va obtenir le maintien de ça, hein, c'est d'où la petite caricature qu'on a là, et au retour de cette réunion, il va mourir donc sur le bateau qui le ramène au Japon. Bon, il nous manque juste un petit détail dans tous ces éléments-là. C'est le judo, évidemment. Donc le judo, comme on l'a dit, au départ, son père ne veut pas qu'il fasse de jiu-jitsu. Il finit, quand il rentre à l'université, il décide qu'il est assez grand pour s'affranchir de l'autorité paternelle, et il va donc se mettre en quête d'un professeur. C'est pas facile parce que les professeurs n'ont plus pignon sur rue. Il va finir par trouver un professeur de la Tenjin Shinryu, et avec qui il va pratiquer pendant 2 ans, parce qu'après, il s'appelle Fukuda, hein, il va mourir. Et vous voyez là Kano dans une posture caractéristique de la Tenjin Shinryu, vous voyez que c'est tout en relâchement, hein. Et il va ensuite, donc en 79, trouver un autre professeur de la Tenjin Shinryu, mais qui lui aussi va mourir au bout de 2 ans. Et donc, il va être en 1881 sans professeur, et il va trouver un autre professeur, mais qui est un professeur de l'Aikido-ryu. Et là, pour lui, ça va être une révélation, puisqu'en fait, il va se dire, Jujutsu, pour lui, Jujutsu, c'était Jujutsu. D'accord, il y avait différents noms d'écoles. Sauf que ce qu'il découvre entre ce qui se passait à la Tenjin Shinryu et ce qui se passait à la Kito-ryu, ça n'a juste strictement rien à voir. Or, des écoles de Jujutsu, à la fin de la période d'Edo, on en compte environ 169. Donc, il se dit, moi, j'en ai étudié que 2, et déjà, il y a une telle différence. Si on pouvait étudier les 169, eh bien, alors, il y aurait quel trésor on pourrait trouver. Et donc, il va essayer de comprendre les choses et de faire une sorte de synthèse de tout ça. Et en 1882, eh bien, il va donc créer le Kodokan. On est en mai 1882. Donc, ça veut dire qu'en 1882, il est étudiant à l'université, puisqu'il a redoublé pour faire son cursus de philo. Il vient d'être professeur au Gakushuin. Il a créé le Kobunkan, il a créé le Kanojuku, il a créé le Kodokan. Il y a aussi une autre école dont je ne vous parle pas, mais dans laquelle il enseigne à partir de 1884, parce qu'en fait, il a quelques problèmes d'argent, hein, qui est l'école d'agriculture de Komada.
Donc, il a… Oui, puis je ne vous ai pas dit non plus, mais aussi parce que justement, il a des problèmes dessous. Il traduit aussi des livres de philosophie hein, pendant cette période-là, hein, et notamment les utilitaristes. Le Kodokan donc, est créé en 1882. Le Kodokan va affronter différentes tempêtes, mais il va y avoir en 1895 la création de la Dainyon Butokukai. La Dainyon Butokukai, c'est une idée qui reprend un peu les thèses de Kano, mais qui n'a pas la même visée derrière, puisque c'est en fait un retour suite à la guerre sino-japonaise. Les Japonais se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on a pu gagner si facilement contre le grand frère ennemi? Eh bien, ils se disent, c'est parce que nous, on a un passé de guerrier, que finalement, dans cette tradition guerrière, il n'y avait peut-être pas tout à jeter. Et donc, ils se disent, en fait, on va faire des synthèses que l'on va distribuer, enfin, que l'on va développer dans tout le Japon. Donc, l'idée de la Dainyon Butokukai, c'est de faire une synthèse des différents arts, parce que j'ai dit qu'il y avait 169 écoles de Jujutsu, mais pour le sabre, on en a plus de 750. Hein. Donc, et c'est pareil pour l'arc, c'est pareil pour toutes les disciplines. Et donc, la première mission hein, de la Dainippon Budokukai, c'est de réunir les spécialistes des écoles pour qu'ils fassent une synthèse et ensuite, donc, dans chaque préfecture, ouvrir sous l'égide hein, du préfet, donc de la police, un dojo pour diffuser ce qui aura été la synthèse qui aura été définie à la Dainippon Budokukai. Ça va poser un certain nombre de problèmes à Kano qui devra toujours se placer, c'est-à-dire à la fois jouer, c'est-à-dire se placer maître du judo, là où ça s'appelait le jujutsu, et en même temps se positionner en montrant bien qu'il y a des fins, donc des objectifs qui sont différents. Hein. Mais évidemment, ce n'est pas les mêmes moyens. Hein. Le Kodokan, c'est un dojo. La Dainyon Kodokukai, c'est un instrument d'État qui est mis sous l'égide d'un prince impérial. En fait, vous connaissez la Dainyon Butokukai au travers de l'école qui va en émaner, puisqu'à partir de 1905, eh bien, la Dainyon Butokukai de Kyoto va avoir sa propre école qui pourra former les professeurs à partir de 1911, véritablement. D'ailleurs, je vais en reparler dans un instant. Et donc, et cette école finira par prendre le nom de Budo Senmon Gakko. Et quand on abrège, donc Budo Senmon, on prend les deux premiers caractères, Busen. Mais c'est en fait, c'est l'école de la Butokukai. Et on a pas mal de gens qui sont de cette tradition, qui sont venus nous enseigner le judo en France, hein, Michigami notamment. Dès les années 1900, et à plus forte raison dans les années 1910, le Kano va être confronté à un aspect sportif du judo. Je disais tout à l'heure que Budo Sanmon Gakko, enfin l'école de la Butokukai, va pouvoir former des professeurs à partir de 1911, parce qu'en fait, en 1911, il y a une réforme du système éducatif qui autorise la mise en place de ce qu'on appelle les Koto Senmon Gakko, c'est-à-dire les écoles spécialisées supérieures. La plupart sont devenus après des universités, hein, mais en fait, ça permet de faire des cycles d'études supérieures différents des universités. Il y a déjà des universités qui ont des clubs de judo, mais les Koto Senmon Gakko, elles sont créées de toutes pièces en 1911, et donc elles n'ont pas de tradition de judo. Par contre, elles créent des clubs de judo, et il faut faire les compétitions avec les autres universités. Les universités qui ont une tradition et qui savent bien travailler le tachiwaza. Et donc, très vite, et par exemple, quelqu'un comme Oda Tsunetane, hein, qui est à l'origine du judo, de ces Koto Senmon Gakko, va très vite comprendre que s'ils veulent rivaliser avec les autres universités en judo, eh ben, ils ne peuvent pas miser sur le tachiwaza. Il faut donc qu'ils amènent l'autre au sol et qu'ils ne le laissent pas remonter. Et c'est comme ça que va être développé donc le Kosen Judo. Parce que Kosen, ça veut dire, c'est l'abréviation de Koto Senmon. Kosen. Hein. Donc Kosen Judo. Ça ne plaît pas à Kano, hein, on en a parlé la semaine dernière.
En 1922, Kano va créer la Kodokan Bunkakai. Et dans la Kodokan Bunkakai, donc qui veut dire littéralement l'association culturelle du Kodokan, eh bien dans les statuts, il va, donc qui sont déposés en janvier 1922, il va avoir la première formulation de quelque chose qui va ensuite changer un tout petit peu, mais pas tant que ça, qui est Seiryoku Zanyo. Donc Seiryoku Zanyo, ça date de 1922. Et des statuts de la Kodokan Bunkakai. Et ensuite, il va comprendre finalement la puissance de ce qu'il a trouvé là, il va le développer. Et en développant Seiryoku Zanyo, il va se dire qu'il faut un pendant à cette logique-là, et ça va être Jita Kyohei qui va apparaître à partir de 1925. Et à partir de là, vous savez à quel point ce diptyque, ces deux pôles, vont être importants. Et toujours dans la sportivisation finalement du judo auquel il est confronté, mais à partir de 1930, vous allez avoir donc les premiers championnats du Japon, 1931. Et là aussi, il est contre au départ. Mais il finira quand même par aller voir. Alors, juste pour conclure très rapidement, donc, sur ces œuvres. Ces œuvres, déjà, il y a eu 8 enfants. Donc là, il n'y en a que 6 sur la photo, je crois. Mais il a donc, pendant tout ce temps-là, il a eu le temps de faire 8 enfants. Il a fait 16 voyages à l'étranger. Donc, comme à part sur le dernier voyage où il prend sur une partie l'avion, tout se fait en bateau, c'est déjà au moins un mois pour partir et un mois pour revenir, plus le séjour. Donc, ça fait beaucoup de voyages à l'étranger. Il a créé 8 revues. Il a défendu et maintenu l'école normale, qui aujourd'hui, donc qui ressemblait à ça, et qui aujourd'hui est l'université de Tsukuba. Quand j'ai dit qu'il avait fait un bref passage en 1898, donc d'une dizaine de mois, en tant que responsable des études générales, il a réussi à faire 3 choses. Mais donc une des choses, c'est de créer, d'obtenir la création d'un lycée de jeunes filles par préfecture. Il a aussi lancé les bases d'une distinction pour les instituteurs. Et puis, vous le savez, le Kodokan s'est développé. Il est parti du Aishoji avec son moine qui faisait très peur à Seishi Shunpo. Ça, c'est la période Kojimachi qui a été donc peinte par Ishida, c'est comme ça qu'on a encore un témoignage. Ça, c'est vraiment le premier grand dojo inauguré en 1894, 107 tatamis qui passera à 207 tatamis, qui est Shimoto Misaka. Et puis, en 1933, enfin, il finit en 1933, donc il sera inauguré en 1934, le Kodokan de Suidobashi, qui n'est pas celui que vous connaissez, puisque celui que vous connaissez, qui date de 1958, Kano ne le verra pas. N'empêche que c'est effectivement dans cette continuité-là. Donc finalement, Kano, il nous a dit que, même si on sait bien que ça vient en fait de Herbert Spencer, l'éducation, c'était une éducation intellectuelle, morale et physique, que c'était le judo qui était censé faire ça, ainsi que donc être une méthode de combat. Je pense que, j'espère vous avoir convaincu que dans toute sa vie, c'est à la fois la définition du judo et la définition de sa vie, finalement, de se battre pour une éducation intellectuelle, morale, physique, et que sa méthode de combat, en fait, elle a été complètement appliquée dans la société. C'est-à-dire que c'est faire en sorte que la société s'améliore au travers des principes du judo. Alors, un petit bonus, montez le son de votre ordinateur. Donc, c'est la voix de Kano. Et donc, à la radio en 1929, il fait une conférence. Et là, l'extrait qui est donné, donc c'est ça, qui me servira de conclusion. Donc, qu'est-ce que l'idéal?
Ce n'est autre que Jita Kyohei. Ne prendre en compte que soi-même sans considérer les autres est incompatible avec la vie sociale. Voilà. Je vous remercie.